Visite du ministre français des Affaires étrangères en Égypte, Jean-Yves Le Drian, s'est entretenu avec le président égyptien sur les tensions régionales. Le diable semble toujours aux trousses de Jacob Zuma. Un nouveau livre intitulé Les gardiens du président dénonce la corruption au sein de son gouvernement. Préparatif du mondial 2018-2022, le Conseil des droits de l'homme de la FIFA s'inquiète des risques qui pèsent sur les ouvriers employés sur les chantiers. Vous êtes bien sûr Sika TV, chers amis téléspectateurs, bienvenue. En Égypte, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a effectué une visite jeudi. Il s'est entretenu avec le président Abdel Fattah al-Sisi sur les tensions régionales. Le ministre français de la Défense a effectué cette visite en marge d'un forum de la jeunesse dans la cité balnéaire de Sharm el-Sheikh, dans l'est du pays. Reportage. Quelques jours après une visite du président Abdel Fattah al-Sisi en France, où le président Macron avait insisté sur le combat commun en matière de lutte antiterroriste, cette rencontre vient consacrer la bonne santé actuelle des relations franco-égyptiennes. Il s'agissait de la deuxième visite de Jean-Yves Le Drian dans ce pays en tant que chef de la diplomatie française. La visite intervient dans le cadre d'un forum de la jeunesse dans la cité balnéaire de Sharm el-Sheikh, dans l'est du pays. Un forum de la jeunesse qui a été abondamment critiqué par les opposants au régime du président Abdel Fattah al-Sisi. Dans un communiqué rendu public, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a indiqué avoir assuré que l'Égypte attache une grande importance à la protection et à la promotion des droits de l'homme, malgré les défis de la lutte contre le terrorisme et les pressions économiques. Des ONG dénoncent régulièrement des arrestations massives, des condamnations à mort, un usage de la torture et des persécutions contre les homosexuels en Égypte. Les forces de l'ordre tunisiennes ont émis le souhait de bénéficier d'une loi de protection dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ont demandé aux députés d'adopter un projet de loi qui leur donnera de meilleures garanties. On fait le point. Le Parlement tunisien a été saisi par les forces de sécurité pour l'adoption d'un projet de loi censé les protéger dans l'exercice de leur mission. La demande fait suite à plusieurs attaques et agressions dont les policiers tunisiens ont été victimes ces derniers jours dans le pays. Le débat sur cette loi pour la protection des forces de l'ordre n'est pas une première. Il est à nouveau relancé après la mort d'un policier tué à l'arme blanche. Le projet de loi pourrait être voté très prochainement au Parlement, mais cette loi n'est pas appréciée de tous. Du côté des organisations non gouvernementales, on dénonce une loi liberticide et dangereuse pour les droits de l'homme. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, cette loi, une fois adoptée, permettra aux policiers de tuer même en dehors du cadre de la légitime défense. Les ONG dénoncent également le fait que ce projet de loi prévoit de punir la diffusion d'informations critiques à l'encontre des forces de l'ordre et de sécurité sans prévoir une protection pour les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Les forces de l'ordre ont décidé de mettre la pression sur les députés tunisiens pour accélérer le vote de la loi, faute de quoi elles feront lever la protection de ces derniers. Le diable toujours aux trousses du président sud-africain, un journaliste d'investigation a lancé son livre controversé dénommé « Les gardiens du président ». Cet ouvrage traite de corruption au sein du gouvernement de Jacob Zuma. Voici les précisions. Encore de quoi couper le sommeil à Jacob Zuma. L'éditeur du livre explosif sur la corruption au sein du gouvernement du président sud-africain a refusé lundi de retirer l'ouvrage de la vente et de supprimer des passages comme l'exigeaient les services secrets sud-africains. Les gardiens du président fut lancé. Jacques Pauw, journaliste d'investigation sud-africain, auteur, ne fait pas la langue de bois. Pendant le lancement du livre, il y a eu une coupure de courant et l'auteur a dû dédicacer les livres dans le noir. Où pensez-vous que votre argent va? Où penses-tu que les centaines de millions de rentes vont?
Non, il va probablement soutenir certaines factions de l'ANC à la veille de la conférence électorale de 2017. Je pense que la marée a commencé et je ne pense pas que quelqu'un va l'arrêter. Les gens veulent absolument que la vérité soit libérée. D'où viennent toutes ces enquêtes? Pourquoi il n'y a pas eu de percée dans toutes ces enquêtes? Les gardiens du président parus le 29 octobre détaillent comment d'importantes sommes d'argent public ont été transférées sur les comptes bancaires de faux espions. Le livre sous-titré « Ceux qui maintiennent Zuma au pouvoir et loin de la prison » révèle aussi comment le président se débarrasse de ses adversaires pour rester au pouvoir. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, a pris acte de la ratification fin octobre par tous les États membres de l'accord de 2013. Un accord qui porte sur la libre circulation des personnes dans la sous-région. Mais en dépit des discours intégrationnistes, la question de la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC reste encore fortement sujette à des contingences, disais-je, administratives et politiques. Le constat avec notre correspondant Narciso. Après le sommet extraordinaire des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tenu le 31 octobre au Tchad, consacré à la libre circulation dans les 6 pays de la sous-région, le Cameroun avait annoncé l'ouverture de ses frontières par un communiqué signé du délégué général à la sécurité nationale du Cameroun. Ce document précise que tout détenteur d'une pièce d'identité sécurisée, passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité n'est plus soumis à l'obligation de visa d'entrée ou d'autorisation de sortie pour tout séjour ne dépassant pas 3 mois, soit 90 jours en territoire camerounais. Après la libéralisation des frontières, la libre circulation devrait être totale dans la sous-région. Les citoyens de la République du Congo, du Gabon, de la Centrafrique, de la Guinée équatoriale, du Tchad et du Cameroun devraient être exemptés de toute obligation de visa d'entrée ou d'autorisation de sortie pour circuler dans l'espace CEMAC. Sur le terrain, les difficultés et les incompréhensions demeurent selon ces résidents centrafricains. Donc j'ai quitté la frontière hier matin, je suis rentré à Douala ce matin. Mais moi je ne vois pas le changement dans tout ce qu'on nous dit là. Parce qu'en route, on nous demande, malgré le visa, tu as tous tes papiers, mais tu as l'obligation, on bloque, tu as l'obligation de payer les 2000 francs avant de traverser. Souvent, en sortant, on nous demande 2000 francs et à l'entrée aussi, on nous sollicite 2000 francs. Donc, même à l'entrée de Yaoundé aussi, ils demandent 2000 francs. Donc, cette question de libre circulation-là, moi, je ne crois pas tellement. Quand je venais, j'avais laissé mon passeport là-bas. Ils ont pris le passeport, ils ont demandé de l'argent. Je leur ai dit, mais mon passeport là, ça sert à quoi? Le nouveau président de la commission CEMAC devrait donc œuvrer à rendre effective la libre circulation dans cet espace de 40 millions d'habitants. Hors de l'Afrique, la Colombie a enregistré plusieurs morts, des dizaines de blessés ou disparus. C'était dans un glissement de terrain à Corinto. Des centaines de maisons ont également été touchées. Voici les détails. La Colombie a subi la colère d'une avalanche cette semaine. La catastrophe a fait 3 morts et des centaines de maisons touchées dans la ville du sud-ouest de Corinto. La machinerie lourde et les bras de dizaines de volontaires ont enlevé mercredi la boue qui couvrait les rues. Quand c'est arrivé, une voisine est venue disant « Regarde, voisin, une coulée de boue » et le bruit était fort, très fort. La montagne de boue descendait à toute vitesse et tout le monde est sorti en courant. Nous sommes sortis d'ici très vite. Tout le monde est parti au trot. Hier, c'est vers 5 heures de l'après-midi, il a commencé. C'était comme s'il allait pleuvoir. On aurait dit qu'il pleuvait, mais ça venait de là-haut, de la montagne. Don Hernan a réussi à sauver sa famille et 2 personnes âgées qui vivaient dans le même quartier avant le déluge de la rivière Paila, qui traînait la boue, les pierres, les arbres et les débris. Jusqu'à mercredi, les autorités signalaient 3 morts et 32 blessés. Bien qu'elles aient déjà enregistré 18 disparus, elles rassemblent encore des informations pour déterminer un chiffre définitif. Au milieu du travail de nettoyage et de recherche des disparus, à travers les rues de cette commune de quelques 30 000 habitants, il y avait une rumeur d'une nouvelle avalanche.
Préparatifs du mondial 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Le Conseil des droits de l'homme de la FIFA, organe consultatif de l'instance, s'est inquiété jeudi des risques parfois très graves qui pèsent sur les ouvriers employés sur ces chantiers. Reportage. La FIFA va au-delà de la simple organisation du mondial 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Les impacts sur les ouvriers des chantiers ont été placés au centre des efforts réalisés jusqu'ici par la FIFA et ses partenaires dans le cadre des préparatifs. Le Conseil des droits de l'homme de la FIFA s'inquiète des risques prévisibles, parfois très graves, pesant généralement sur la santé et la sécurité des ouvriers sur les projets de construction. On parle d'environ 12 000 ouvriers qui sont impliqués dans les travaux liés au mondial russe, dont environ 50% seraient des travailleurs immigrés. En mai dernier, la FIFA avait reconnu que des ouvriers nord-coréens étaient employés sur des chantiers du mondial en Russie. Au Qatar, le nombre d'ouvriers impliqués dans la construction des 8 stades devrait passer de 12 000 à 36 000 au cours des 12 prochains mois. Selon le Conseil, il incombe à la FIFA d'adopter une position claire sur les droits des travailleurs immigrés au Qatar et la nécessité de leur garantir les protections juridiques auxquelles ils ont droit, conformément aux normes internationales sur les droits du travail. Le Conseil de la FIFA souligne aussi que le niveau des informations disponibles au sujet du fonctionnement des dispositifs de surveillance des droits de travail est nettement différent, très peu de publications étant actuellement disponibles au sujet de la Russie. Puis en France, des militants écologistes ont réclamé jeudi une véritable sortie du glyphosate. Les manifestants contestent une reconduction même courte, une ambiance qui a lieu après l'échec de l'Union européenne à se mettre d'accord sur un renouvellement de la licence de l'herbicide controversé. Voici le reportage. Les représentants des 28 États membres de l'Union européenne ont une nouvelle fois échoué jeudi lors d'un vote à la majorité qualifiée à s'accorder sur l'avenir du glyphosate. Herbicide plébiscité par les agriculteurs pour son efficacité et son faible coût, mais accusé de provoquer des cancers. La nouvelle proposition de la Commission de renouveler la licence pour 5 ans au lieu de 10 ans, comme elle le souhaitait initialement, n'a pas convaincu les pays les plus réticents, comme la France, qui défend une durée de 3 ans. Au-delà de la durée, certaines capitales et ONG réclament une disparition progressive de cette substance. Le fait qu'il n'y ait pas de consensus, ça montre bien que il y a des questions auxquelles il n'y a toujours pas de réponse, que les inquiétudes des citoyens sont enfin prises en compte, sont enfin prises au sérieux. Et on peut espérer que ça puisse déboucher vers en fait une autre direction qui soit prise pour l'agriculture, pour nourrir nos enfants. Donc nous sommes là aujourd'hui pour soutenir les 9 activistes qui sont en procès pour avoir défendu le bien commun lors d'une action anti-glyphosate. Mais on est aussi et surtout là pour mettre la pression sur nos gouvernements pour la fin du glyphosate. Le glyphosate, selon le principe de précaution, il va être interdit depuis des années. Et les gouvernements et l'Union européenne ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à ça. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, ce qu'on exige, c'est que le gouvernement, l'Union européenne, la Commission européenne prennent sa responsabilité et choisissent le bien commun plutôt que les intérêts privés. Selon la Commission, le cadre réglementaire ne permet pas de fixer une date de fin arrêtée pour la substance active. Une entreprise gardant la possibilité de redéposer une demande d'autorisation lorsque la licence arrive à expiration. Encouragés par le vote de jeudi, certains militants espèrent malgré tout une interdiction totale du produit dont la licence arrive à échéance le 15 décembre. Voilà, et c'est sur cette note que s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.